Tout d'abord, merci à tous de votre présence, c'est très apprécié. Votre intérêt pour notre table de concertation est vraiment très apprécié et nous en remercions énormément. La présentation est destinée aux membres de la table de concertation, puis est faite en ligne afin de favoriser la participation de tous dans le contexte de pandémie actuelle. Étant donné qu'on ne sait pas la direction que la pandémie va prendre, on a préféré en faire une virtuelle actuellement. Et on va réévaluer à chaque semaine, voir si on poursuit dans la même direction ou si on s'enligne pour se rencontrer en personne. Je m'excuse, il y a plusieurs personnes qui se joignent à la même temps. Donc, C'est le bon, format de la Nicolas, table. je les ai acceptés. Parfait, merci. Donc, c'est ça, le format de la table de concertation peut être appelé à changer selon les consignes sanitaires en vigueur. On sait à peu près au jour le jour comment que les choses s'enlignent. Donc, on essaie de travailler en fonction de ça. La présentation va être enregistrée afin que les personnes qui sont absents ou qui ne peuvent pas se joindre à nous puissent assister à la présentation que Bruno va faire. Et je vous invite à conserver vos questions pour la fin. Vous pouvez aussi les écrire au fur et à mesure dans le chat et nous les lirons à la fin. Et on essaiera d'y répondre. Ensuite de ça, si vous avez des problèmes techniques aussi lors de la présentation, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat et je vais essayer de régler ça avec vous. Donc, je vais laisser Bruno y aller de l'avant avec la présentation. Merci. Bonjour tout le monde. Merci, Nicolas. Est-ce qu'on m'entend bien, Nicolas? Oui, moi je t'entends très bien. Parfait. Donc, s'il y a quelques problèmes que ce soit, n'hésitez pas à faire signe à Nicolas, surtout, là, ça va être le responsable technique pour cette présentation. Donc, on s'enligne sur une vingtaine de minutes de présentation qui sera suivie par une dizaine de minutes de questions. On fera après, disons, dans une trentaine de minutes, on fera une conclusion. Si jamais il y a des questions qui n'ont pas été répondues ou qu'il y a d'autres questions, on pourra continuer. Là, on est disponible après, mais on s'engage à vous libérer là, dans une trentaine de minutes environ. Comme Nicolas l'a expliqué, la pandémie change beaucoup de choses, donc on voulait tester la forme webinaire. On voulait également vous offrir la chance de voir en primeur le résultat du portrait qu'on a fait sur les milieux humides et hydriques. Donc, on a travaillé sur ça dans les derniers mois et on voulait vous donner la chance de le voir en premier comme membre de la table parce qu'on aimerait le proposer aux municipalités, aux communautés aussi de la région. Donc, s'il y en a qui voudraient voir ce portrait-là, avoir une présentation plus personnalisée, donc ce sera possible. Donc, vous remettre un peu en contexte de tout ça, donc l'organisme des bassins versants et surtout la table de concertation, donc vous, serez appelés à émettre des objectifs de conservation pour les milieux humides et hydriques. Ces objectifs-là seront ajoutés au plan directeur de l'eau dans la prochaine année. Et on espère que ces objectifs-là vont servir d'inspiration pour la MRC qui également a travaillé sur la question cette année. Et ils doivent mettre en place un plan régional sur les milieux humides et hydriques. Et c'est un plan qui doit s'effectuer une gestion par bassin versant. Donc, ça reste la spécialité des organismes de bassin versant. Et ça doit tenir compte aussi des changements climatiques. Donc, cette question-là, on l'a abordée dans notre portrait, puis on va vous en parler aujourd'hui. Donc, pour question de situer tout le monde, bon, les milieux humides sont présents partout, autant les lacs, les marécages, les tourbières. On en compte 5000 dans la zone municipalisée de la Côte-Nord, ce qui représente environ 10% du territoire. On parle de plus de 100 km² de lacs, 800 km de rivières. C'est des écosystèmes qui sont non seulement omniprésents, mais qui, au quotidien, apportent des avantages à nos vies, puis des fois des avantages insoupçonnés. Donc, c'est un peu ce qu'on va essayer de souligner aujourd'hui aussi avec ce portrait-là. L'organisme des bassins versants gère, en fait, est responsable de plusieurs bassins versants qu'on suit depuis plusieurs années.
heureusement, la majorité d'entre eux sont en bonne condition, donc heureusement. Mais certains ont attiré notre attention dans cette revue-là, dans ce portrait-là. Entre autres, la rivière Moulin-à-Baude et la rivière Grande-Bergeronne. Il y a certains paramètres comme les coliformes fécaux, le phosphore, les matières en suspension qui dépassent parfois. Donc, on considère qu'il faut surveiller ces régions-là parce que la qualité de l'eau pourrait se dégrader. Il y a également la rivière Escoumins et la rivière Laval qui sont deux rivières à saumon. Et même s'il y a peu d'activité dans leur bassin versant, il y a certains paramètres qui dépassent et on ne sait pas encore si c'est pour des raisons naturelles ou pour des raisons d'origine humaine. Mais on les a mis dans les rivières à surveiller. Il faut quand même se rassurer dans tout ça. Si on compare nos rivières par rapport aux autres dans le sud du Québec, c'est sûr que nos rivières sont en meilleure santé, mais on souhaite que ça reste ainsi. Donc, c'est l'objectif de l'Organisme des bassins versants, maintenir la qualité de l'eau de nos rivières. On s'est intéressé dans notre analyse particulièrement à la distribution des milieux humides sur notre territoire. On voulait savoir est-ce que les milieux humides sont distribués uniformément ou s'il y a des zones qu'on en retrouve des plus grandes concentrations. Ici, on regarde sur la carte globale. Je ne sais pas, Nicolas, est-ce qu'on voit ma souris? Oui. Donc, si on regarde sur la carte globale, on voit que la zone qu'on a appelée les collines nordiques, qui comprend la tête de la rivière Bétiamite, a quand même une très bonne densité en milieu humide. Puis quand on se rapproche de la côte, quand on arrive dans ce qu'on a appelé les plateaux intérieurs, parce que bon, la zone écologique dans ce coin-là, il y avait plusieurs plateaux. Là, on est dans une zone où il y a une faible densité de milieu humide. Et quand on arrive près de la côte, c'est-à-dire dans la zone municipalisée, on retrouve une densité de milieu humide qui est plus importante. Ce qui est surtout important à retenir de ça, c'est que plusieurs rivières, donc je présentais les bassins versants tout à l'heure, donc plusieurs rivières qui se trouvent dans ce secteur-là, ici, ont leur tête dans la zone des plateaux intérieurs. C'est-à-dire que pour ces bassins versants-là, la majorité des milieux humides ou la zone où il y a une densité de milieux humides va être principalement près de la côte dans la zone municipalisée. Si on s'intéresse maintenant à l'impact des changements climatiques, on est allé voir les données, les modèles d'Ouranos, qui est un groupe quand même assez reconnu par rapport aux changements climatiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait un portrait climatique par région. Et ce qu'on prévoit pour la Haute-Côte-Nord, c'est une augmentation de la température d'au moins 2 degrés Celsius dans les prochaines décennies. On a utilisé le scénario modéré, donc ce n'est pas nécessairement le scénario le plus alarmiste, c'est probablement un scénario qui est réaliste. Pour vous donner une idée, une augmentation de 2 degrés Celsius, ça nous donnerait le climat actuel de l'Outaouais. Donc, ceux qui connaissent la région de Montebello et tout ça, donc c'est un climat qui est quand même plus chaud. Puis quel impact ça pourrait avoir ici? Bien, premièrement, il y a certaines espèces qui pourraient être favorisées, comme la perche chaude, les roseaux. On espère que non, mais par exemple, certaines espèces de carpes pourraient proliférer, ou même des espèces de cyprinidés. Donc, il y a des espèces qui pourraient apparaître ou du moins s'étendre dans la région. On sait qu'on a deux espèces qui sont très importantes pour notre économie, la truite et le saumon. Et c'est des espèces qui ont besoin d'une eau fraîche. Donc, on peut croire qu'ils pourraient être éventuellement affectés par les changements climatiques avec une augmentation de la température de l'eau. Les changements climatiques aussi pourraient entraîner une hausse des précipitations. Donc, c'est sûr qu'une hausse des précipitations, on pourrait parler d'une augmentation des risques d'inondation. Mais paradoxalement, on pourrait parler aussi d'une hausse des sécheresses parce qu'on sait que les changements climatiques pourraient apporter des variations au niveau des précipitations. Et les précipitations seraient plus erratiques, on va dire, sur le territoire. Donc ça pourrait être une conséquence qui pourrait être fâcheuse, autant pour l'agriculture qu'encore là pour nos espèces comme la truite ou le saumon, qui bénéficient l'été de volumes d'eau, qui ont besoin d'une certaine quantité d'eau. Un des aspects, j'oserais pas dire positif, mais disons qu'il pourrait avoir des avantages, c'est la hausse de la saison de croissance. Donc, on parle de 30 % de plus de degrés jour de croissance, ce qui est énorme.
Donc, encore là, le domaine de l'agriculture pourrait éventuellement profiter de la hausse des températures associées au changement climatique. Mais une autre conséquence qui, elle, est plus négative, c'est qu'on s'attend à une hausse des feux de forêt avec les changements climatiques. Et encore là, ces prévisions-là sont, on va dire, relativement réalistes. C'est un scénario modéré. Le scénario le plus pessimiste, on parle de 7 degrés Celsius d'augmentation. Ça nous donnerait le climat actuel de Vancouver. Donc, vous pouvez imaginer que nos écosystèmes ne seraient pas du tout les mêmes et que notre vie aussi serait chamboulée par des changements aussi importants. On espère qu'on ne se rendra pas là. On va s'attarder un peu aux services écosystémiques. Donc, les services, c'est un bénéfice direct ou indirect que l'humain retire d'un écosystème. On essaie souvent de chiffrer ces services-là. Ce n'est pas évident de mettre une valeur. Ça reste souvent une estimation. Ça nous donne souvent un ordre de grandeur. Mais souvent, on va se baser sur les coûts d'une destruction. En détruisant un milieu, combien ça nous coûterait, par exemple, de plus pour traiter l'eau potable. Donc, si l'eau est de moins bonne qualité, ça coûte plus cher la traiter. Par exemple, si on détruit certains milieux humides, la nappe phréatique pourrait ne pas se recharger aussi bien. On pourrait avoir des pénuries d'eau. Donc, ça peut entraîner des coûts. L'activité touristique, si jamais la truite venait à disparaître ou le saumon, ça pourrait entraîner des coûts aussi. On peut penser aussi à l'augmentation des primes d'assurance quand on se trouve dans des zones qui sont à risque d'inondation ou l'augmentation des risques d'inondation. Et on peut même parler d'une diminution des valeurs foncières dans certains cas. Par exemple, quand des lacs sont envahis par des espèces envahissantes qui sont plus baignables ou encore que la pêche devient plus intéressante autour de ces lacs-là. Donc ça, c'est des conséquences qui peuvent être quand même assez importantes. Et d'où l'importance de connaître les services que les écosystèmes naturels nous rendent et d'essayer de leur mettre une valeur. Pour ce faire, on a utilisé une étude qui a été produite par M. Jérôme Duprat, qui est professeur à l'Université du Québec en Outaouais, qui est spécialiste de la question. Et on a dû choisir parmi plusieurs dizaines de services écosystémiques, quelques-uns qui correspondaient à notre réalité et pour laquelle on pouvait évaluer une valeur, en fait. Donc, je ne vais pas vous présenter ici tous les services qu'on a évalués. Il y aura un document beaucoup plus complet qui sera éventuellement rajouté au portrait du plan directeur de l'eau. Donc, on aimerait le faire d'ici la fin de l'année. Il y a encore des modifications et des ajouts à faire. Mais ce document-là complet contient plus d'informations. Mais aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, c'est justement les résultats qu'on a trouvés pour notre territoire en se basant sur l'étude de M. Duprat, qui étudiait la zone, la ceinture verte autour de Montréal. Donc, cette zone-là, ce qui est intéressant de l'étude, c'est qu'on avait des valeurs de services par hectare de milieu humide pour le milieu rural. Donc, ça nous permettait de comparer Forestville, non pas avec Hochelaga-Maisonneuve, par exemple, qui est deux milieux complètement différents, mais on pouvait le comparer, par exemple, avec un village comme Saint-Nicéphore à 20 minutes de Drummondville. On trouvait que la comparaison n'était pas parfaite, mais qu'elle nous fournissait quand même un ordre de grandeur qui était acceptable. Donc, en utilisant les valeurs de M. Duprat, puis en les appliquant sur notre territoire, ça nous a permis d'avoir une idée des valeurs des services que les écosystèmes, les milieux naturels vont nous fournir en Haute-Côte-Nord. Puis là, ce qu'on réalise, c'est que les services qu'on a calculés juste pour la zone municipalisée, représenteraient environ 151 millions de dollars par an. Donc, c'est des services qui seraient rendus annuellement. Si on ramène ça à l'hectare, on parle entre 5 500 et 6 200 dollars par hectare. Donc, en considérant ça, on réalise que non seulement les milieux naturels ont des bénéfices, ça, je pense que tout le monde s'en doute, mais que ces bénéfices-là représentent plusieurs milliers de dollars par hectare en les gardant le plus intacts possible et en maintenant leur fonction. C'est sûr qu'il existe plusieurs méthodes pour faire ces calculs-là. On pourrait arriver à des chiffres différents, mais ça nous donne quand même un ordre de grandeur qui est assez réaliste et sur lequel on peut travailler et qu'on espère
va inspirer les décideurs dans leur choix au niveau de la conservation, puis que vous allez garder ça en tête pour mettre en place les objectifs de conservation. On s'est également intéressé à la distribution des services sur notre territoire et sans grande surprise, mais la majorité des services sont concentrés dans les zones où il y a le plus de milieux humides. Donc, les cartes, on peut facilement les superposer et où il y a une plus grande densité de milieux humides, il y a une plus grande densité de services, sans grande surprise à ce niveau-là. Oh. Donc, ce que ce portrait-là nous a entre autres permis de constater, c'est qu'il y a très peu de milieux humides qui sont protégés à l'heure actuelle sur la Côte-Nord et encore moins en Haute-Côte-Nord. On a quelques milieux côtiers qui le sont, mais sinon, la majorité des milieux humides sur notre territoire ne sont pas protégés. Heureusement, nos territoires sont relativement à l'état naturel. Les menaces sont quand même restreintes pour le moment sur nos milieux humides, mais on ne voudrait pas arriver à ce qui se passe en ce moment dans le sud du Québec, où on vit les conséquences de leur destruction avec des inondations qui sont sévères et tout ça. Donc, on est à l'avant de tout ça, puis je pense qu'on est à un bon moment pour réfléchir à cette question-là. On constate également que le récréotourisme dans la région dépend fortement des milieux humides. Hein. Les milieux humides vont aider à réguler les débits, vont aider à maintenir la température de l'eau et c'est des choses qui vont permettre au saumon, à la truite de bien profiter et de bien prospérer dans nos eaux. C'est notre produit d'appel. Et si on double ça au changement climatique, on réalise que les milieux humides vont pouvoir aussi aider à ce niveau-là. Donc, ils servent en ce moment à maintenir nos habitats naturels et ces espèces-là, mais ils vont servir à protéger ces espèces-là aussi, même si les changements climatiques sont un peu inévitables. C'est sûr qu'en protégeant les milieux humides, on sait que dans le sud du Québec, l'expansion de l'agriculture est principalement... donc, l'expansion de l'agriculture a diminué les milieux humides, a empiété sur les milieux humides. En protégeant les milieux humides ici, c'est sûr que l'expansion de l'agriculture pourra être impactée. Mais heureusement, on a quand même essayé de voir est-ce qu'il reste de la place pour développer notre agriculture en dehors des milieux humides. Et heureusement, on croit qu'il reste un peu de place il reste quand même de l'espace pour se développer à ce niveau-là. Donc, en considérant tout ça, on est capable de conjuguer agriculture et protection des milieux humides. Donc, c'est tout à fait possible. C'est sûr que la conservation, ça va amener certaines contraintes. On a vérifié si l'expansion du périmètre urbain serait affectée, à moins que nos villes explosent par 10 côté population. Le périmètre urbain ne sera pas tellement affecté par la protection, la conservation des milieux humides. En termes de foresterie privée, en termes d'exploitation des ressources minérales, j'attends encore des réponses d'intervenants qui sont plus au fait de la question, à savoir ce sera quoi cet impact-là. Mais c'est sûr qu'en conservant mieux nos milieux humides, on va limiter les impacts des changements climatiques. On arriverait à limiter aussi l'impact des inondations, même si on peut s'attendre à plus d'inondations, comme les précipitations vont augmenter. En gardant des milieux humides intacts, on va limiter le plus possible ça. C'est sûr que notre eau potable dépend beaucoup des milieux naturels dans lesquels elle chemine avant d'arriver dans nos robinets. Donc, c'est sûr qu'en protégeant des milieux humides, on va protéger nos sources d'eau potable. Donc, ça, c'est des points positifs, je vous dirais, au niveau de la conservation. Excuse-moi, Bruno, on est à 15 minutes. Merci. Donc, c'est parfait. J'arrive vers la fin de ma présentation. Donc, à la suite de cette réflexion-là, de ce portrait-là, l'Organisme des bassins versants s'est permis de faire des recommandations. Je vous dirais que la plupart, je les ai mentionnées dans ma présentation. Donc, je pense que vous aurez la chance de les lire. Mais j'aimerais vous présenter en fait un document qu'on a produit
Et vous allez voir, là, ça ressemble beaucoup à ce que je viens de dire. Vous allez même reconnaître certaines images. Donc, c'est Catherine qui l'a illustré. Et c'est un document qui va pouvoir vous servir d'aide-mémoire, qui va pouvoir vous servir aussi à présenter ce que je viens de vous présenter à vos organisations. Donc, on aimerait mettre une version électronique en ligne sous peu, puis on aimerait éventuellement aussi avoir peut-être une version papier. Donc, il y avait quelques petits points à ajuster à l'intérieur, mais c'est un document qui serait prochainement disponible et qui résume ce que j'ai présenté aujourd'hui. Donc, merci beaucoup de votre attention. Puis en terminant, ce que j'aimerais que vous reteniez de cette analyse-là, c'est que nos milieux humides ne sont pas distribués uniformément sur le territoire, qu'on a une concentration de milieux humides dans la zone municipalisée et que plusieurs de nos bassins versants ont peu de milieux humides à leur tête. Donc, les actions qu'on va entreprendre dans notre zone municipalisée vont avoir un impact sur la qualité de l'eau. Les changements climatiques vont menacer la faune, particulièrement la faune qui a une importance économique pour nous, comme la truite et le saumon, et pourrait augmenter les risques d'inondation. Par contre, les changements climatiques pourraient aussi favoriser l'agriculture. Et dans ce contexte-là, il faudra être créatif pour permettre son développement en évitant d'empiéter sur les milieux humides. En terminant, on a pu voir que les milieux humides rendaient des services qui sont de l'ordre de plusieurs millions de dollars par année sur notre territoire, quelques milliers de dollars par hectare. Donc ça, c'est quelque chose qu'on devra tenir en compte quand on va devoir prendre des décisions sur notre développement. Et j'espère en fait que cette analyse-là va amener de l'eau au moulin et vous permettre de voir nos milieux naturels un peu différemment, puis de mieux quantifier les services qui nous rendent. Donc, merci tout le monde et bonne fin de journée. Bonne fin de journée à tous.